Les agents de l'ICE descendent à Minneapolis pour traquer les immigrants somaliens en situation irrégulière. Le Minnesota s'est réveillé sous le choc. Une situation que peu d'États imaginent jamais vivre, lorsque la pression fédérale a soudainement transformé un ancien sanctuaire en ligne de front. Avant l'aube, des aéroports, des quartiers et des corridors de transport ont discrètement été désignés comme points sensibles de sécurité, tandis que Washington indiquait qu'il ne s'agissait plus d'une simple question d'immigration. L'administration Trump a adopté un langage et une posture de défense intérieure, traitant l'abus organisé du système comme une menace exigeant la force et non la patience. Ce qui apparaissait autrefois comme des cas isolés de fraude et d'entrée illégale semblait désormais, aux yeux des planificateurs fédéraux, coordonnés et dangereux. Et à mesure que la Maison-Blanche durcissait sa position, une question s'est propagée dans tout l'État plus vite que n'importe quelle manifestation. Comment le Minnesota en est-il arrivé à un point où des réseaux entiers ne sont plus perçus comme des civils, mais comme des combattants ennemis? L'opération Metro Surge a marqué un tournant dans la manière dont le gouvernement fédéral a choisi d'affronter l'immigration illégale et la fraude organisée dans le Minnesota. Ce n'était plus une simple question d'application administrative ou de paperasse, mais une opération de sécurité coordonnée. Avant le lever du jour, alors que l'air hivernal plongeait les Twin Cities dans le silence, des équipes fédérales se sont déployées dans des quartiers que les politiques locales de sanctuaire avaient longtemps protégés. Le choix du moment était délibéré. Le froid maintient les gens à l'intérieur et limite les déplacements, ce qui permet aux agents de contrôler les rues, les immeubles résidentiels et les axes de transport. Ce qui s'est déroulé n'était pas une opération symbolique, mais un déploiement soutenu, conçu pour faire pression sur des réseaux que les responsables fédéraux estimaient devenus trop à l'aise à opérer au grand jour. Des centaines d'agents fédéraux ont été affectés à cette opération, et beaucoup se déplaçaient sans identification visible, par précaution face aux menaces et au harcèlement qui avaient déjà accompagné des interventions précédentes. Les unités de l'ICE ont travaillé aux côtés d'autres partenaires fédéraux, pénétrant dans des zones résidentielles avec des listes de cibles précises et des équipes de soutien positionnées à proximité. L'atmosphère de ces quartiers a changé rapidement. Les gyrophares se reflétaient sur le bitume gelé et des portes ont été frappées avant même que de nombreux résidents n'aient regardé l'heure. Pour les personnes à l'intérieur de ces logements, le sentiment de protection, autrefois promis par le statut de sanctuaire, a disparu en quelques minutes. Les planificateurs fédéraux avaient identifié les Twin Cities comme un nœud critique, affirmant que des années de coopération limitée et d'application laxiste de la loi avaient permis aux activités criminelles et aux violations des lois sur l'immigration de se chevaucher. Du point de vue de Washington, les systèmes locaux n'avaient pas su faire la distinction entre les familles vulnérables et les récidivistes, et cet échec avait créé un espace propice aux abus organisés. Les enquêteurs ont décrit un système dans lequel la paperasse a remplacé la responsabilité, permettant à de fausses déclarations de circuler sans contrôle pendant des mois. Cet échec a préparé le terrain pour la répression actuelle. Selon les dossiers judiciaires et les rapports d'enquête, des fonds destinés à des programmes d'aide alimentaire d'urgence ont été détournés pour l'achat de véhicules de luxe, de biens immobiliers haut de gamme et de bijoux coûteux. Certaines sommes ont été retracées jusqu'à des transferts à l'étranger, transitant par des circuits financiers vers la Chine, l'Afrique de l'Est et le Kenya. Alors que des familles luttaient pendant les confinements, ces réseaux auraient vécu au grand jour, affichant une richesse qui n'a attiré l'attention qu'une fois les dégâts déjà causés. Le contraste entre la détresse réelle et l'abus est devenu le cœur émotionnel de l'affaire. Ce qui a intensifié la colère du public, c'est la prise de conscience que pas un seul repas n'est parvenu aux enfants. Ces programmes étaient conçus pour aider. En pleine crise nationale, la confiance accordée au système public a été exploitée par des individus qui savaient manipuler les formulaires et les procédures d'approbation. Les enquêteurs fédéraux ont soutenu qu'un tel niveau de tromperie ne pouvait exister sans la certitude que l'application de la loi serait lente ou inexistante. Cette conviction, ont-ils déclaré, est précisément ce que l'opération Metro Surge visait à détruire. La montée en puissance a également modifié la manière dont les agents fédéraux interagissaient avec l'espace et les déplacements à travers la ville. Les pôles de transport, les parkings et les zones commerciales ont été discrètement observés, non pas pour le spectacle, mais pour la reconnaissance de schémas. Les agents étudiaient les routines, les flux de véhicules et les horaires, construisant une vision plus claire des déplacements entre le travail, le logement et les réseaux informels. Cette pression méthodique a rendu l'évitement plus difficile et les erreurs plus probables, ce qui est souvent la façon dont de vastes réseaux commencent à se désagréger. Pour les habitants observant depuis les coulisses,
L'opération donnait un sentiment de permanence qui manquait aux efforts d'application de la loi précédente. Les patrouilles revenaient dans les mêmes zones, les questions se répétaient, et les véhicules fédéraux réapparaissaient jour après jour. Cette persistance signalait que le gouvernement ne testait pas les limites, mais les appliquait. Le rythme lent de l'opération est devenu en soi un message, renforçant que le temps des musiques et la patience appartiennent désormais aux autorités. L'administration Trump a présenté l'opération comme une réponse nécessaire à un schéma qui dépassait la simple fraude. Les responsables ont décrit un lien entre les crimes financiers, les violations de l'immigration et la protection, offertes par les politiques de sanctuaire. Selon eux, lorsque l'application de la loi faiblit dans un domaine, d'autres formes de criminalité ont tendance à suivre rapidement. Le Minnesota est devenu le terrain d'essai pour inverser cette tendance par une action directe. Pour de nombreux résidents, la présence fédérale soudaine a été écrasante. Pourtant, pour d'autres, elle représentait une responsabilité longtemps différée. Les partisans de l'opération soutenaient que les immigrants respectueux de la loi et les citoyens n'avaient rien à craindre, car les cibles étaient ceux qui abusèrent du système à des fins lucratives. Les critiques, eux, restaient sceptiques, avertissant que la confiance entre les communautés et les autorités était en train d'être compromise. La tension entre ces positions définit désormais la vie quotidienne dans les quartiers concernés. Si vous voulez suivre comment des opérations fédérales telles que Métrosurge se déroulent à travers le pays, abonnez-vous à Military Power pour des reportages transparents et des analyses détaillées des actions d'application de la loi. Et si vous vivez dans ou près d'une ville sanctuaire, partagez vos réflexions dans les commentaires sur le fait que l'intervention fédérale rétablisse l'ordre ou musique, approfondisse la division. Alors que cette opération continue de révéler l'intersection entre la fraude pandémique et l'application des lois sur l'immigration, la section suivante examinera comment la piste financière derrière ce scandale révèle un réseau bien plus vaste que ce que l'on imaginait initialement. Les procureurs fédéraux ont agi discrètement mais régulièrement après les premières vagues d'application de la loi, les tribunaux devenant le prochain champ de bataille dans une campagne en pleine expansion. Au moment où l'opération Métrosurge était pleinement en cours, les enquêteurs avaient déjà obtenu des condamnations contre 61 individus liés à un vaste réseau de fraude et d'abus. Ces affaires ont été construites lentement à l'aide de dossiers financiers, de données de déplacement et de communication interne qui révélaient comment le système avait été exploité au fil du temps. Chaque condamnation renforçait l'argument selon lequel il ne s'agissait pas d'une série de crimes isolés, mais d'une opération connectée s'étendant à travers les quartiers et au-delà des frontières de l'État. L'ampleur des fonds impliqués a choqué même les enquêteurs expérimentés. Un seul groupe a été trouvé avoir détourné 47 millions de dollars, un chiffre reflétant non seulement la cupidité, mais aussi la confiance dans la faiblesse de la surveillance. Un autre groupe a transféré 3 millions de dollars en espèces, les envoyant hors du pays par des circuits informals et formels qui ont évité toute détection précoce. Ces montants sont devenus des points d'ancrage dans les dossiers judiciaires, car ils montraient à quelle vitesse de petits mensonges pouvaient se transformer en vols massifs lorsque les contrôles échouaient. Les responsables fédéraux ont décrit ces chiffres comme des indicateurs d'étendue, plutôt que comme des limites, avertissant que d'autres couches restaient cachées. Du point de vue fédéral, les condamnations représentaient des progrès, mais non une conclusion. Les procureurs ont souligné que chaque affaire ouvrait de nouvelles pistes, de nouveaux noms et de nouvelles traces financières. Des biens ont été saisis, des comptes gelés et des dossiers examinés ligne par ligne pour identifier ceux qui facilitèrent le flux d'argent. La conviction prédominante au sein de l'enquête était que les autorités ne voyaient que la surface. Musique car des couches plus profondes existaient encore. Cette perspective justifiait la délivrance de mandats étendus, des délais prolongés et une pression continue à travers les agences. Chaque succès en salle d'audience renforçait la confiance que la persévérance permettrait d'exposer les acteurs restants, même lorsque les équipes de défense tentèrent de ralentir l'élan par de simples défis procéduraux. Pendant que les procureurs examinaient les preuves, les équipes chargées de l'application de la loi restaient actives sur le terrain avant l'aube. Les unités de lycée retournaient à plusieurs reprises dans des immeubles résidentiels, avançant avec détermination et retenue. Les premières heures de la journée étaient choisies parce que les routines étaient prévisibles et que la confusion pouvait être limitée. Les agents approchèrent les domiciles calmement, sécurisèrent les accès et attendaient des réponses
plutôt que de provoquer des confrontations immédiates. Les véhicules tournaient au ralenti à proximité, les radios restaient silencieuses et toute l'attention était portée sur le contrôle. L'objectif n'était pas la rapidité, mais la certitude, afin de garantir que les personnes visées ne puissent pas s'échapper une fois le contact établi. À ce stade, la patience est devenue l'outil le plus efficace dont disposaient les agents sur le terrain ce matin-là. Dans de nombreuses opérations, les individus recherchés étaient déjà connus des autorités en raison de leurs antécédents criminels. Ces interventions reposaient sur des mois d'analyse, et non sur le hasard. Les agents se positionnaient avec soin, contrôlant les couloirs et les cages d'escalier pendant que les documents étaient vérifiés. La tension remplissait les espaces confinés, en particulier dans les immeubles partagés où vivaient des familles et des résidents sans lien entre eux. La présence de vestes et de véhicules fédéraux modifiait instantanément les comportements. Les conversations se transformaient en chuchotements. Cette approche mesurée réduisait la panique, mais elle rendait aussi chaque mouvement définitif pour ceux qui attendaient à l'intérieur. En maintenant l'ordre et la structure, les équipes limitèrent le chaos et empêchèrent les situations, musique, de dégénérer en violence lors des opérations de contrôle. Des difficultés sont apparues lorsque les agents ont rencontré des personnes qui ne faisaient pas partie du plan initial. Dans plusieurs lieux, des individus vivant aux côtés des cibles principales se sont révélés être en situation irrégulière. La loi fédérale imposait une intervention dans ces cas, même lorsque ces personnes n'étaient pas l'objectif de la visite. Ces arrestations secondaires sont rapidement devenues des symboles pour les critiques qui affirmaient que l'application de la loi avait dépassé les limites. Les partisans ont répondu qu'ignorer ces violations affaiblirait la crédibilité de l'ensemble du dispositif. La situation a mis en lumière la difficulté de distinguer les ménages du statut légal sous pression. Chaque décision était prise sur le moment, avec peu de temps et des informations incomplètes, sous une surveillance de plus en plus intense. Les tensions se sont encore accrues, lorsque des rapports ont fait état de citoyens temporairement détenus lors de ces opérations. Dans des logements surpeuplés, la confusion et la peur rendaient les erreurs plus probables, en particulier lorsque les documents n'étaient pas immédiatement disponibles. Chaque incident attirait une attention considérable, alimentant les critiques des responsables locaux et des groupes de défense. Les agences fédérales ont reconnu procéder à des examens et à des corrections, mais les gros titres se sont propagés plus vite que les clarifications. La confiance s'est rapidement érodée dans les zones concernées, les voisins remettant en question les motivations et les méthodes. Le débat est alors passé de la légalité à la perception, un terrain bien plus difficile à maîtriser que la procédure seule. Cet environnement a accru la pression sur des agents déjà soumis à une surveillance constante et à un stress élevé, tout en exécutant fidèlement les ordres reçus. Malgré les réactions négatives, la direction de l'ICE a maintenu que les priorités en matière d'application de la loi restaient inchangées. Leur position se concentrait sur les individus ayant des antécédents criminels et des violations claires de la loi. Selon eux, laisser des délinquants connus sans intervention encouragerait de nouveaux abus. Cette détermination s'est renforcée à mesure que les manifestations gagnaient en intensité et que la résistance s'organisait. Les agents sur le terrain ressentaient le poids du débat national lors d'actions pourtant routinières, conscients que chaque geste pouvait être enregistré. Malgré tout, les équipes ont suivi les procédures, convaincus que la constance finirait par protéger la mission. Les rues sont devenues plus calmes, mais la tension persistait, façonnant chaque nuit les interactions entre les habitants et les autorités après la fin des opérations locales et le dépôt des rapports. Les arrestations ont entraîné des changements immédiats dans les quartiers touchés. Les déplacements ont ralenti, les habitudes ont évolué et l'incertitude a remplacé la familiarité. Certains résidents ont évité les espaces publics, tandis que d'autres ont exprimé un soulagement de voir des problèmes longtemps ignorés, enfin pris en compte. Cette division reflétait un conflit national, plus large autour de l'application de la loi et de la sécurité. Pour les planificateurs fédéraux, l'inconfort était attendu. Les réseaux criminels dépendent de la prévisibilité et du silence pour survivre. La perturbation, même impopulaire, était jugée essentielle. Chaque arrestation envoyait un message clair, les conditions avaient changé. Ce signal dépassait les limites de la ville et influençait la manière dont des opérations similaires pourraient se dérouler ailleurs. Le Minnesota est ainsi devenu un point de référence pour de futures actions et stratégies à l'échelle nationale. En matière de contrôle, les procureurs et les agents considéraient les victoires judiciaires comme un renforcement des opérations sur le terrain.
La validation juridique réduisait les hésitations et renforçait la coordination. À mesure que les preuves financières s'accumulaient, des liens franchissaient les frontières et reliant des associés dans des lieux inattendus. La fraude et les violations des lois sur l'immigration n'étaient plus perçues comme des problèmes distincts. Ensemble, elles formaient un cycle de dissimulation et de profit. Briser ce cycle exigeait patience et autorité. L'enquête en cours s'est transformée en une campagne prolongée plutôt qu'en une réponse rapide. Chaque avancée révélait de nouvelles couches et renforçait la conviction que d'autres arrestations suivraient. Tandis que la pression se poursuivrait de manière constante, l'administration Trump a publiquement soutenu cette stratégie combinée, affirmant que l'application des lois protégeait les contribuables et les communautés. Les responsables ont présenté cette démarche comme une restauration de l'ordre plutôt que comme une punition. Les condamnations ont été mises en avant comme la preuve que la responsabilité était possible lorsque les règles étaient appliquées équitablement. Les partisans ont réagi avec approbation, voyant enfin des actions là où les promesses avaient autrefois stagné. Les critiques, eux, ont préparé des contestations, mettant en garde contre des excès de pouvoir. Cet affrontement a durci les lignes politiques. Pourtant, pour ceux qui exécutèrent le plan, l'élan comptait davantage que l'approbation. Les résultats justifiaient la poursuite des opérations. Le Minnesota est devenu un terrain d'essai pour déterminer si une pression soutenue pouvait démanteler des abus organisés. L'issue de cette expérience devait influencer les décisions ailleurs, alors que des affaires similaires émergeaient à l'échelle nationale, examinées dans le cadre de poursuites fédérales, tandis que arrestations, à l'aube, et actions judiciaires avançaient de concert. L'histoire est alors entrée dans une phase plus volatile. L'application de la loi ne se limitait plus aux documents ou au seuil des portes. La réaction du public façonnait désormais les résultats. Les manifestations se sont multipliées. Des alliances se sont formées et les dirigeants politiques ont pris position. Chaque action provoquait une réaction, transformant les opérations en symboles d'autorité et de résistance. La bataille juridique se poursuivait, mais une autre confrontation se déroulait en dehors des tribunaux. Le prochain chapitre se concentrera sur les protestations, le retour de bâton et la manière dont la pression de la rue menace de remodeler l'avenir de l'application des lois dans les villes, sanctuaires à travers le pays. Alors que le pouvoir fédéral se heurte à une opposition organisée, visible et contestée dans l'espace public dans un avenir proche. Les premiers signes de ce retour de flamme n'ont pas émergé lors de conférences, de presse ou de dépôts judiciaires, mais sur des trottoirs froids et des rues silencieuses avant l'aube. Des groupes se sont rassemblés, près d'un hôtel soupçonné d'héberger des agents. Leur présence était bruyante malgré l'heure, marquée par des pancartes, des slogans et des voix résonnant contre le verre et le béton. Ce qui avait commencé comme une opération de contrôle est rapidement passé dans l'espace public, transformant les trottoirs en un terrain disputé, façonné par la colère, la peur et la défiance. Les services de police locaux ont réagi rapidement pour contenir la situation, formant des cordons et redirigeant la circulation, afin d'éviter les affrontements. Des agents de plusieurs villes sont arrivés, créant un mélange d'uniformes et de véhicules de patrouille autour de la zone. Leur mission n'était pas d'aider aux arrestations fédérales, mais de maintenir l'ordre à mesure que les émotions s'intensifiaient. L'air froid n'a guère dispersé la foule, qui est restée sur place suffisamment longtemps pour attirer l'attention des habitants voisins, observant en silence depuis des fenêtres plongées dans l'obscurité. À mesure que la nouvelle de la manifestation se répandait, les accusations suivaient de près. Les manifestants affirmaient que les forces de l'ordre avaient franchi des limites morales, tandis que les partisans soutenaient que les agents appliquaient des lois ignorées depuis trop longtemps. La fracture s'est accentuée au fil des heures, alimentée par des vidéos filmées sur téléphone et des commentaires en ligne. Dans cet environnement, la perception avançait plus vite que les faits vérifiés, et la rumeur remplaçait souvent la clarté. La rue est devenue une scène où les débats nationaux se jouaient en temps réel. La tension est montée d'un cran lorsqu'un membre du conseil municipal a annoncé que plus de 400 personnes avaient été placées en détention par l'ICE depuis le début de l'opération. Ce chiffre s'est rapidement propagé dans la foule et sur les réseaux sociaux, devenant un point de ralliement pour les critiques et un symbole de progrès pour les partisans. Pour certains habitants, il confirmait la crainte d'une répression de masse. Pour d'autres, il suggérait une responsabilisation attendue depuis longtemps. Quoi qu'il en soit, les policiers sur le terrain ont dû faire preuve d'un équilibre délicat. Ils étaient responsables de la sécurité publique tout en se tenant entre les manifestants et une présence fédérale largement invisible. Les lignes ont été maintenues.
les consignes répétées et les mouvements mesurés, alors que les agents travaillaient à prévenir toute escalade. Il n'y a eu ni poursuite ni affrontement ce matin-là, mais la tension était visible dans les postures et les tons de voix. Chaque pas comportait un risque de mauvaise interprétation, et la retenue est devenue aussi essentielle que l'autorité. Au-delà de la zone de protestation, les arrestations elles-mêmes ont discrètement remodelé la vie quotidienne dans les quartiers concernés. Les déplacements ont ralenti, les habitants évitant les rues et les bâtiments associés aux opérations. Les petits commerces ont ajusté leurs horaires, et les routines communautaires ont changé face à l'incertitude. Le sentiment d'être observé persistait, modifiant les comportements même en l'absence d'agents. Cette pression invisible est devenue l'un des effets les plus durables de l'opération musique. Les partisans de l'action fédérale ont décrit les manifestations comme une colère mal dirigée, visant la mauvaise cible. Selon eux, l'application de la loi ne s'est intensifiée qu'après l'échec des systèmes locaux à traiter, des cas manifestes d'abus. De leur point de vue, les manifestations détournèrent l'attention de la fraude et des comportements criminels nuisibles au public. La présence d'agents fédéraux était perçue comme un rétablissement de l'ordre plutôt que comme une intimidation. Pour ce groupe, l'inconfort musique était une étape nécessaire vers la stabilité. Les critiques ont offert une vision radicalement différente, avertissant que l'ampleur de l'application de la loi risquait de briser la confiance de manière irréversible. Ils ont évoqué des familles bouleversées par les arrestations et la confusion. Lors des opérations à l'aube, ces récits se sont propagés rapidement, approfondissant les divisions au sein de communautés déjà sous pression. Pour les uns, il s'agissait de fermeté, pour les autres, d'excès. Les responsables fédéraux ont répondu en maintenant un message constant et discipliné. Ils ont souligné, musique, que les opérations visaient des individus liés à des activités criminelles et à des abus organisés. Les manifestations n'ont pas modifié musique, les objectifs ni le calendrier. De leur point de vue, reculer aurait validé la résistance et affaibli les futures actions de contrôle. Cette détermination a guidé les décisions à travers les agences, renforçant la conviction que la cohérence comptait davantage que l'approbation. Derrière cette position ferme se trouvait une évaluation plus large du paysage des menaces. Les enquêteurs ont décrit le réseau de fraude comme bien plus vaste que ce qui avait été initialement estimé, reliant des crimes financiers à des violations des lois sur l'immigration et à des mouvements d'argent transfrontaliers. Ces éléments n'étaient pas des problèmes séparés, mais les composantes d'une seule et même structure. Une surveillance faible dans un domaine offrait une couverture dans un autre, permettant au réseau de se développer discrètement jusqu'à ce que leur exposition devienne inévitable. Cette compréhension a motivé la décision de poursuivre et d'étendre les efforts d'application de la loi. Les planificateurs fédéraux ont averti que, si le schéma observé au Minnesota restait sans réponse, il pourrait apparaître dans d'autres États. Les politiques de sanctuaire étaient perçues comme des failles que les groupes organisés avaient appris à exploiter. Mettre fin à ce cycle nécessitait plus que de simples arrestations. Cela exigeait un contrôle renforcé de systèmes manipulés pendant des années. En conséquence, la campagne est passée d'une réponse à court terme à une pression soutenue. La surveillance financière s'est renforcée, la coordination s'est intensifiée et les informations ont circulé plus librement entre les agences. Chaque arrestation et chaque manifestation ont nourri la phase suivante de l'action. L'objectif n'était pas seulement de démanteler un réseau existant, mais d'empêcher sa reconstitution, sous un autre nom. Cette vision à long terme expliquait pourquoi les opérations se poursuivaient, malgré la résistance du public. Pour les habitants pris entre les forces de l'ordre et les protestations, la vie quotidienne est devenue marquée par l'incertitude. Des rues autrefois familières portaient désormais le poids de l'attention nationale. Les conversations au travail comme à la maison tournaient autour des descentes, du nombre de personnes placées en détention et des manifestations. La peur, le soulagement et la colère se mêlèrent de manière imprévisible, influençant les décisions, grandes comme petites. La ville vivait avec des conséquences façonnées bien au-delà de son contrôle local. L'administration Trump a présenté ce moment comme une épreuve de la détermination fédérale. Les responsables affirmaient qu'un recul inviterait à de nouveaux abus et encouragerait des réseaux similaires ailleurs. Le Minnesota est devenu un signal adressé aux autres régions, montrant comment l'autorité fédérale réagirait lorsque les systèmes échouaient. Les manifestations n'étaient pas perçues comme un frein, mais comme des signes que la pression produisait l'effet recherché. La visibilité signifiait l'exposition, et l'exposition forçait le changement. Au fil des semaines, le bruit immédiat des manifestations a commencé à s'estomper, mais leur impact est resté.
Les arrestations se sont poursuivies, les enquêtes se sont approfondies et les retombées politiques se sont élargies. Ce qui avait commencé comme une réponse locale à une fraude s'est transformé en un exemple national d'application de la loi et d'action. Les résultats façonneront les décisions futures concernant la manière et les lieux où des opérations similaires seront menées. La section suivante examinera comment ces développements pourraient influencer la politique migratoire globale et la stratégie fédérale à l'échelle nationale dans les mois à venir. Ce qui s'est déroulé dans le Minnesota n'a pas commencé par des manifestations ou des arrestations, mais par une fraude discrète commise durant une crise nationale lorsque des fonds destinés à nourrir des enfants ont été détournés à des fins privées. Cette fraude a ouvert une porte, et par cette porte est arrivée l'opération MetroSurge, une réponse fédérale qui a traité le problème comme structurel plutôt qu'accidentel. Des actions de contrôle menées à l'aube au raid prolongé de l'ICE, la pression s'est étendue vers l'extérieur, touchant des quartiers, des foyers et les routines quotidiennes. À mesure que les arrestations se multipliaient, la réaction publique a suivi, d'abord la colère, puis la peur, et enfin la confrontation ouverte dans les rues. Ce qui avait commencé comme une enquête sur un crime financier s'est transformé en une lutte visible autour de l'autorité, de l'ordre et du contrôle. L'administration Trump a clairement exprimé sa position par l'action plutôt que par la rhétorique. Il ne s'agissait plus d'un échec administratif ou d'un simple problème de paperasse, mais d'une menace à la sécurité intérieure construite à partir de la fraude, de l'immigration illégale et des flux financiers transfrontaliers. Les planificateurs fédéraux ont considéré ces éléments comme faisant partie d'un seul et même système, où une application faible dans un domaine créait une faille dans un autre. De ce point de vue, reculer n'a jamais été une option, car tout retrait aurait permis au même schéma de se reproduire ailleurs. Le Minnesota constitue désormais un cas test. Il illustre à quelle vitesse des problèmes locaux. Cela montre également comment l'autorité fédérale réagit lorsqu'elle estime que les dirigeants des États et des villes ont perdu le contrôle. Qu'elles soient accueillies favorablement ou qu'elles suscitent une résistance, le message a été clair. Il a été transmis par une application rigoureuse de la loi et par la poursuite des enquêtes. Si vous souhaitez rester informé de la manière dont des opérations fédérales comme celle-ci se déroulent à travers le pays, abonnez-vous à Military Power pour une information transparente et des analyses détaillées. Et maintenant, une question essentielle alors que cette affaire continue d'évoluer. Pensez-vous que le Minnesota ne soit que le début d'une campagne fédérale plus vaste, qui pourrait bientôt s'étendre à d'autres États des États-Unis,